nous endurons la chaleur. Mais il y a ceux qui en souffrent et il y a ceux qui en meurent. Il est encore temps plus que jamais de s'occuper des personnes isolées. 44,6 degrés, température la plus élevée aujourd'hui en France, enregistrée vers 18h à Bordeaux. C'est une vraie honte. Il n'y a pas de glace pour glacer les patients, il n'y a rien du tout. Et vous venez 15 jours après. Demain, les températures resteront comprises entre 33 et 36 degrés un peu partout dans le pays. Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des événements et des personnalités marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Profitons du fait que la canicule ait fait une pause pour souffler, sortir dans la rue à poil la nuit pour se rappeler la sensation d'avoir froid, oubliez cette partie-là, et surtout se poser collectivement la question: comment on a fait pour en arriver là? Parce que la canicule qu'on vient de vivre était exceptionnelle, certes, mais c'était pas la première, ce sera pas la dernière, va y en avoir de plus en plus, et elles vont s'intensifier. Et on a un peu l'impression qu'à chaque canicule, on redécouvre les mêmes problèmes. Les personnes âgées qui meurent, la sécheresse des cultures, les bouilloires thermiques, bref, le réchauffement climatique et ses conséquences sur les activités des sociétés humaines. Dans cet épisode de C'était pas mieux avant, on revient donc sur l'histoire des canicules en France, de l'époque médiévale à nos jours, et de leur impact sur la société et sur la politique française. Pour commencer, il est important de garder un élément crucial à l'esprit. Ce ne sont pas les canicules en soi qui sont anormales, c'est leur intensité et leur nombre. Parce qu'en soi, dans les différents climats qui existent en France, les canicules existent et elles existaient déjà. L'histoire des canicules et autres vagues de chaleur en France, on la connaît particulièrement bien grâce à l'historien du climat Emmanuel Leroy-Ladurie, décédé en 2023, qui a enquêté sur l'historicité du phénomène et qui a trouvé pas mal de trucs dont il a fait une synthèse après la canicule de 2003 que vous pouvez retrouver sur le site du Sénat. Même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis des températures qu'on pouvait atteindre avant la mise en place d'outils météorologiques plus concrets au cours du 19e, 20e siècle, on a quand même des moyens de faire des estimations. Par exemple, en étudiant les récoltes et en observant quelles années les récoltes sont impactées par des étés très chauds. On peut en déduire des canicules marquantes, par exemple entre 1331 et 1334, ou encore entre 1383 et 1385. Ces coups de chaud peuvent occasionner des sécheresses avec un impact important sur les récoltes, surtout quand c'est combiné avec un hiver rigoureux, le tout provoquant des pénuries, des famines, mais aussi des épidémies à cause du manque d'eau. Et ces épisodes caniculaires font des victimes, beaucoup de victimes, à des époques où on meurt plus facilement qu'aujourd'hui. On parle de canicules qui peuvent faire des centaines de milliers de morts, pas uniquement directement à cause de la chaleur, mais aussi à cause des épidémies de dysenterie qui sont provoquées par la baisse des cours d'eau et leur contamination. Emmanuel Leroy-Ladurie recense par exemple plus de 700 000 morts lors des canicules de 1718 et 1719. Et puis, les canicules peuvent avoir un effet politique concret. On peut faire un lien entre les variations climatiques et les événements politiques majeurs comme la Révolution française par exemple. On associe souvent les mauvaises récoltes de la fin des années 1780 à des intempéries, de la pluie, de la grêle, mais c'est aussi lié à la canicule de 1788, le tout provoquant des émeutes sur tout le territoire dans les mois qui suivent. Alors attention, c'est pas la canicule qui a provoqué la Révolution, il y a tout un tas d'autres facteurs qui ont provoqué son déclenchement. Des facteurs politiques, culturels, économiques, sociaux, bref, on peut pas ramener ça juste à du temps pourri et à un été trop chaud. Mais c'est vrai aussi que le climat, en ayant un impact sur les cultures et donc sur la capacité des gens à se nourrir, a eu un impact sur le climat social de l'époque. Toutefois, ces températures sont à remettre dans leur contexte. Emmanuel Leroy-Ladurie précise d'ailleurs bien dans son rapport au Sénat que ces températures, quoique exceptionnelles, restaient inférieures très probablement à celles qu'on connaît depuis la fin du XXe siècle. C'étaient des températures suffisamment importantes pour perturber la société, l'économie, et donc pour être qualifiées de caniculaires, mais pas pour autant des plus de 40 degrés l'été. En dehors des canicules du XIIIe siècle, ça s'inscrit aussi dans une période qui a duré plusieurs centaines d'années et qu'on a appelé le Petit Âge glaciaire, entre le début du XIVe siècle et la fin du XIXe siècle. Cette période est caractérisée par un léger refroidissement climatique de l'ordre de 1 degré, et ses causes sont encore débattues aujourd'hui, comme l'orbite de la Terre, l'activité solaire ou encore des éruptions volcaniques. Mais à partir de la fin du 19e siècle, un nouveau phénomène prend le relais et commence à influencer le climat d'une manière de plus en plus durable,
le réchauffement climatique. Au XIXe siècle de notre ère débute l'industrialisation, consécutive à la maîtrise technologique du charbon et qui provoque une transformation considérable à la fois de l'organisation des sociétés humaines, mais aussi, bien sûr, des modes de production et enfin de l'environnement. Des milliers de manufactures émergent année après année, les nouvelles inventions s'enchaînent et la pollution de l'atmosphère et de l'environnement augmente. L'augmentation des températures au niveau mondial est attestée dès le XXe siècle, quoique c'est après les années 80 qu'il devient clair que l'on se dirige bien vers une continuité de cette augmentation qui pourrait aller jusqu'à menacer l'existence même de nos sociétés. Si les enjeux écologiques existaient déjà avant, la température y prend une place considérable aux côtés de la préservation de l'environnement, des sols, mais aussi de la biodiversité. La pollution de l'atmosphère et du vivant était déjà l'objet de vives critiques dans les années 60 et 70 par exemple, mais c'était pas forcément l'augmentation des températures dont il était question. Tiens, par exemple, dans le film Godzilla contre Hedorah, un film de Godzilla des années 60, Godzilla affronte un énorme monstre extraterrestre de pollution qui se nourrit du dioxyde de carbone et qui, en volant, émet des gaz toxiques mortels avant que Godzilla n'utilise sa technique spéciale pour se mettre à voler et le vaincre. Et est-ce que ce que je viens de dire a le moindre rapport avec le sujet de cette vidéo ? Non, mais je voulais absolument le placer. Est-ce qu'on pourrait faire un C'était pas mieux avant sur les films Godzilla ? Non. De toute façon, personne n'aime mes idées ici. Pourtant, de grandes canicules impressionnantes, il y en avait déjà dans les années 60-70. Et d'ailleurs, c'est sans doute les plus anciennes dont vous vous rappelez ou dont se rappellent vos proches qui les ont connues. Moi, dans ma famille, on m'a très souvent parlé de la canicule de 1976. Cette canicule a vu des records être battus, avec des températures atteignant les 38 degrés à Bordeaux, par exemple. Elle a eu des conséquences importantes, a fait des milliers de morts et a mené à la création d'un impôt de solidarité pour les agriculteurs touchés par la sécheresse. Dans les années suivantes, les alertes sur le réchauffement climatique se sont multipliées, mais ça restait encore un horizon lointain. Dans les années 90, en revanche, le problème commence à être pris un peu plus au sérieux, avec par exemple l'émergence électorale des partis verts, qui en France manquent de peu de réaliser une percée lors des élections législatives de 1993. Et pendant ce temps-là en Allemagne, leur voix commence à se compter en millions. Néanmoins, la canicule dont tout le monde se souvient et qui est devenue en quelque sorte la valeur étalon des températures anormalement chaudes indépassées jusqu'à 2026, c'est bien sûr celle de 2003. La canicule de 2003, c'est une période pendant laquelle de nouveaux records de chaleur ont été battus, et qui a été particulièrement longue, avec des températures supérieures à 35 degrés dans 2/3 des régions, et des villes où ça dépassait même les 40. On en a autant retenu la chaleur étouffante que l'impréparation du gouvernement, déjà à l'époque. Les équipements n'étaient pas adaptés, les logements étaient pour beaucoup de vrais bouilloires. Il était considéré comme l'été le plus chaud depuis au moins 150 ans, avec un record maximal à 42,6 degrés. Le bilan définitif parle d'environ 15 000 victimes de cette canicule sur tout le territoire. Le gouvernement est notamment critiqué pour avoir tardé à déclencher le plan blanc, qui permet aux hôpitaux d'avoir des moyens supplémentaires face à une situation exceptionnelle. Et pendant ce temps, le président de la République, Jacques Chirac, est tranquillement en vacances au Canada. L'espérance de vie recule cette année-là en France pour la première fois depuis le début des 30 Glorieuses. Par la suite, la canicule de 2003 est devenue celle de la prise de conscience globale de l'impact du réchauffement climatique sur la population. Et en même temps, c'est aussi devenu l'un des arguments majeurs des conspirationnistes du climat, sous-entendant que les canicules suivantes n'étaient pas si graves et qu'on exagérait parce que c'était quand même moins chaud que celle de 2003 et que c'était bien la preuve que le climat se réchauffait pas. Sauf que, bien au contraire, les canicules se sont multipliées dans les années suivantes, même si, c'est vrai, pas avec la même ampleur. La première, dont je me souviens particulièrement, c'était celle de 2019, où la température maximale a été mesurée à 46 degrés. Là où je vivais, on avait aussi battu un record avec 43 degrés, et moi je travaillais le matin dans un lieu climatisé, et je peux vous dire que la différence de température entre dedans et dehors, je m'en souviendrai encore longtemps. Et puis, il y a eu l'été 2022, où on n'a pas battu des records de température maximale à un moment M, mais où il a fait tellement régulièrement plus chaud que les normales de saison que des sécheresses ont eu lieu partout avec des
restriction d'eau sur tout le territoire. Et ça a mené à cette impression, qui n'est pas qu'une impression, d'impréparation quasi totale en fait. C'est un peu comme avec le Covid en fait, où on a le sentiment que l'événement sanitaire majeur a été traité par le gouvernement comme si c'était un truc exceptionnel qui ne se reproduirait absolument jamais. Alors on a fait des petites lois, des petites adaptations, on a un poil plus pris en compte le risque, on a dit qu'on était au courant, et c'est tout. Ça fait des années, par exemple, qu'il est question de climatiser les hôpitaux et les établissements scolaires, et que ça traîne en longueur parce que les budgets ne sont jamais mis sur la table. Résultat, lors de cette deuxième canicule de 2026, nombre de malaises ont été constatés dans les écoles, notamment lors du passage des examens, et des gens sont morts de chaleur dans leur chambre d'hôpital. Les locaux de LVMH, par contre, ils sont parfaitement climatisés, vous vous doutez bien. Et la lutte contre le réchauffement climatique, quant à elle, a toujours été et continue d'être au second plan. À chaque fois, on a mis des idées sur la table, on a fait des plans, on a proposé des trucs. Et puis, à la dernière minute, on a tout raboté, le plus souvent pour des raisons budgétaires. On se souvient de la loi climat et résilience du premier quinquennat de Macron, de la loi énergie renouvelable du deuxième, ou encore du fameux fonds vert qui a été divisé par 4 depuis sa création. Et aujourd'hui, face à l'évidence d'une impréparation énorme, face au refus d'écouter les scientifiques, les activistes, qui ont au contraire été dénigrés, moqués, criminalisés même, face au climato-scepticisme toujours très présent, malgré les conséquences toujours plus importantes du réchauffement climatique, on continue à pas faire grand-chose. Comme un symbole, en plein cœur de la vague de chaleur, on a appris que le gouvernement avait dissous une entité de recherche sur la transition écologique qui menait des programmes avec les collectivités pour aider les villes à s'adapter au réchauffement climatique. Face à l'évidence, toute l'extrême droite de l'échiquier politique a semblé découvrir l'existence du GIEC et s'est rangée tout entière derrière un genre de grand plan de climatisation pour mettre de la clim partout. Un plan qui accessoirement, mené tel quel, outre le fait qu'il coûterait extrêmement cher, creuserait les inégalités entre les gens en faisant grimper les factures d'électricité, bien sûr. Un plan qui témoigne aussi du paradoxe du terme transition écologique, qui est employé par tout le monde un peu à tort et à travers, parce qu'il laisse entendre qu'on pourrait continuer à faire tout exactement comme avant, simplement en décarbonant l'énergie qui sert à produire en toujours plus grande quantité, et en foutant de la clim partout pour faire comme si le réchauffement climatique n'existait pas. Alors que la canicule de 2026 a continué de prouver tout ce qu'on savait déjà. Rien que là, alors qu'on est encore loin de la France à plus 4 degrés vers laquelle on se dirige, les trains ne peuvent plus rouler à cause des rails qui se dilatent, les transformateurs électriques explosent à cause de la chaleur, les récoltes brûlent sur place, les animaux meurent par centaines de milliers dans les élevages. Cette canicule annonce des rendements agricoles en diminution, et ça va continuer dans les années à venir, jusqu'à ce qu'on commence à avoir des pénuries de plus en plus nombreuses sur des biens de plus en plus essentiels. Et la climatisation individuelle pour tous, c'est un peu la fausse solution miracle. D'un côté, elle devrait déjà être obligatoire dans les établissements publics, les écoles et les hôpitaux pour permettre à tout le monde d'y avoir accès sans distinction de revenus. De l'autre côté, installer de la climatisation individuelle partout va faire encore augmenter le thermomètre et la facture d'électricité. Sans compter que la canicule vient avec des pics de pollution dans les grandes villes et que tout ça retombe toujours en priorité sur les classes populaires, qui sont souvent plus proches des lieux pollués et qui disposent de moins de lieux de fraîcheur dans lesquels se rendre. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules, c'est pas nouveau non plus, ça fait au moins 40 ans qu'on le sait. Et surtout, le refus de tous les gouvernements successifs, de la gauche social-démocrate à la droite néolibérale, d'agir en profondeur sur les causes structurelles de ces canicules et d'agir massivement, à la fois pour adapter massivement le pays à cette nouvelle donne et pour faire diminuer l'augmentation de température, il est tout aussi vieux. Les solutions, on les connaît. Leur coût, on le connaît aussi. Le temps qu'il faudrait et la main-d'œuvre nécessaire, on les connaît. Les conséquences en cas d'inaction, les premières victimes, qui seront les personnes âgées et les classes populaires, on les connaît tout autant. On sait déjà tout, en fait. Mais ça fait des années qu'on fait rien. Notamment parce qu'on est dirigé depuis des décennies par des gens qui pensent qu'ils n'en tireront aucun profit politique. Parce qu'on continue de voter massivement pour des gens qui n'ont rien l'intention de faire, parce qu'ils savent que eux, personnellement, ils seront pas particulièrement touchés. Parce que, oui, la canicule ne touche pas équitablement Yann Barthès, Bernard Arnault, moi et vous. C'était vrai il y a 50 ans, et c'est toujours vrai maintenant. L'histoire politique de la canicule, c'est l'histoire d'au moins 50 ans d'inaction dogmatique, de déni total des élites politiques, et d'une situation qui revient en boomerang dans la gueule d'absolument tout le monde. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner aux différentes chaînes du média et pourquoi pas nous soutenir financièrement. On s'approche du palier des 5000 donateurs mensuels et c'est la moitié de notre objectif de 10 000 donateurs avant la fin juillet, ce qui nous permettrait de survivre au-delà de 2027. À la prochaine!